C'est l'événement littéraire de 2024. La journaliste Salomé Saké a sorti son livre, un essai politique dans lequel elle dénonce l'extrême droite et c'est absolument génial. Je rigole, c'est de la daube et Salomé Saké n'est pas journaliste, c'est une influenceuse de gauche et justement on va se plonger dans cette interview de Salomé Saké pour clarifier un petit peu cette notion d'influenceuse de gauche versus influenceur de droite. Vous devez bien comprendre qu'un influenceur de droite, c'est quelqu'un à qui on ne fait pas de cadeaux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aura pas de subvention, et de toute façon, c'est quelqu'un qui ne cherche pas de subvention, c'est quelqu'un qui cherche à créer un business rentable tout seul parce qu'il a des convictions et non pas parce qu'il recherche des subventions. Et c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a un équilibre des forces sur le combat des idées où la droite, et je parle de la vraie droite, je parle pas de la droite de gauche qu'on a au Parlement et au Sénat, donc où la vraie droite commence à faire jeu égal avec la gauche, alors même que les conditions de cette compétition sont tout à fait injustes. Pourquoi ? Parce que face à l'influenceur de droite qui ne peut s'appuyer que sur la qualité de son contenu et sur sa force de travail, eh bien en face de nous, nous avons des gens qui sont subventionnés par notre argent. C'est-à-dire que quand l'État vous augmente par exemple votre taxe foncière des entreprises, cet argent est utilisé au service de gens comme ça pour qu'ils puissent continuer à dérouler leur propagande. Et je ne rigole même pas. Regardez une bouse comme ça, une bouse de gauche. Vous avez le film de Bilal Hassani, Les Reines du Drame, donc un super film de drag queen. Il a fait une moyenne de 12 spectateurs par séance, donc c'est-à-dire que ce sont des projets qui sont absolument non rentables et l'objectif c'est pas que ce soit rentable. L'objectif de toute façon c'est de prendre l'argent des vrais entrepreneurs pour financer des bouses, pour pouvoir faire de la propagande et pour pouvoir faire bosser les copains. Et donc cette bouse qui ne fera pas de vues, elle a un budget de 2 250 000 € et vous avez les régions Normandie, Aquitaine et Charente-Maritime qui financent ça. Vous avez également la SACEM que vous payez par vos impôts, le CNC que vous payez par vos impôts, Arte que vous payez par vos impôts. Mais donc si vous êtes en Normandie, en Aquitaine ou en Charente-Maritime, l'argent qu'on vous a pris, l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front, l'argent qui vous a été volé via la taxe foncière et via la taxe foncière des entreprises, eh bien cet argent est utilisé notamment pour financer cette propagande de gauche. Et si on prend le cas d'une influenceuse de gauche comme Salomé Saké, donc elle déroule sa propagande sur Blast, qui est un média subventionné par vos impôts, et quand elle sort un livre, eh bien elle peut s'appuyer sur les relais de propagande financés par vos impôts comme Télérama. Donc réalisez bien le délire. Influenceur de droite, c'est quelqu'un qui essaie d'être autosuffisant. C'est ce que j'essaie de faire avec cette chaîne. Si j'ai envie d'augmenter ma portée et d'augmenter mon revenu, eh bien j'augmente mon travail. Votre travail dur à payer. J'ai publié plus au cours de ce mois. Ça m'a permis d'avoir un petit peu d'argent qui arrive en revenu YouTube. C'est de l'argent que je vais pouvoir réinvestir pour faire grandir mon portefeuille d'actions. Pourquoi ? Parce qu'un portefeuille d'actions, c'est la plus grande liberté. Et une fois que vous avez investi suffisamment d'argent en bourse, vous avez un flux continu de revenus qui arrive et qui vous permet de continuer à dire les termes sans coûter d'argent à personne et sans ne rien devoir à personne. Vous avez évidemment le lien avec un gros bonus si vous voulez commencer à investir. Vous connaissez l'histoire, mais donc c'est ça le combat. D'un côté, vous avez des gens comme moi qui sont là pour travailler, qui doivent faire du bon contenu, qui ne sont payés que si le public apprécie le travail, et je vous encourage donc à me soutenir, je vous encourage donc à aimer cette vidéo, je vous encourage donc à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne pour m'aider à lutter dans ce combat qui est tout à fait inégal. Donc vous avez cette influenceuse de gauche qui écrit un livre subventionné par nos impôts et qui peut dérouler sa propagande dans des organes qui sont payés par nos impôts. Et moi, qui suis un mec tout seul, je vais essayer de me lever contre ça en faisant la critique des idées qu'elle va développer dans cette interview. Après avoir démonté les préjugés qui collent à la peau de la jeunesse dans Sois jeune et tais-toi, elle alerte dans son second essai sur le danger de la montée de l'extrême droite. Et elle revendique un droit à l'indignation et incite à passer à l'action entretien. Donc déjà, vous lisez ça, vous savez que le livre, ça va être de la daube. Revendiquer un droit à l'indignation. D'accord ? Donc je t'accorde ce droit. Voilà, c'est terminé. Je t'autorise à t'indigner. Félicitations.
Interview de Alexandra Clinique, ça s'écrit pas comme ça, Clinique Alexandra, hein. Pourquoi et comment résister à l'extrême droite? En 2021, selon Europol, la France totalisait 45% des interpellations en Europe pour les affaires liées au terrorisme d'extrême droite, signe inquiétant de la banalisation de ce courant. Ça qui me fait rire, ça qui me fait tellement rire avec ces organes de propagande, c'est que c'est quoi ce chiffre? Donc vous vous dites 45%, oulala, c'est beaucoup. 45% des interpellations en Europe liées à des affaires de terrorisme d'extrême droite. Sachez que dans terrorisme d'extrême droite, vous avez également des choses du type des homos qui se font attaquer par une bande de racailles. C'est comptabilisé comme du terrorisme d'extrême droite. Hein, parce qu'il y a tellement peu d'extrême droite réelle. C'est pas bien l'extrême droite réelle, hein, les gens qui attaquent des gens, qui cassent des choses. Il faut absolument condamner ça. Mais pour vous dire que ça n'existe tellement pas qu'ils sont obligés de mettre les racailles dans ces interpellations pour des affaires d'extrême droite. Et par ailleurs, dites-vous que les affaires liées au terrorisme d'extrême droite, c'est une infime proportion des affaires de terrorisme réel, qui est le plus souvent du terrorisme islamique. Mais donc, vu que tout leur travail, c'est d'essayer de créer ce moulin à vent du type « oulala, il y a l'extrême droite, donc on peut justifier notre travail, donc on a raison de prendre l'argent des Français pour dérouler notre propagande », ils sont obligés d'essayer de faire des cadrages des faits qui sont absolument ridicules. Dans Résister, un essai documenté et engagé, ça veut dire de gauche, la journaliste Salomé Saké expose à travers des faits documentés, c'est documenté, hein, c'est documenté, je vous promets, il y a un petit peu de réel dedans, les méthodes d'expansion de l'extrême droite et propose des stratégies pour lui opposer une résistance active. Je sens qu'on va se marrer, les amis. Pourquoi avoir écrit « Résister » ? Les menaces de mort et appels au meurtre vivant des membres de la société civile émanant des sites d'extrême droite se multiplient. Donc évidemment, ne faites pas ça, mais je pense pas qu'il y ait des gens dans ma communauté qui fassent ce genre de bêtises. Le harcèlement ciblé d'individus en envoyant des DM, etc., c'est vraiment un truc de petit gauchiste. C'est vraiment un truc de petit gauchiste au RSA. Donc, et puis en plus, ceux qui font ça, bah, vous leur permettez de dire « Regardez, j'ai reçu un truc dans mon DM, c'est la preuve que je dérange. » Donc voilà, c'est tout à fait contre-productif. Pourtant, il n'y a ni tollé médiatique, ni tollé politique, malgré le danger démocratique que représentent ces tentatives d'entrave à la liberté d'informer. Je vous rappelle évidemment que l'ensemble de la gauche est pour la fermeture de Twitter ou pour la régulation, c'est-à-dire mettre au pas des idées d'extrême gauche Twitter. Donc quand ces gens parlent de liberté, ça me fait toujours bien rire. Aujourd'hui, il y a une part significative de la population qui ne perçoit plus l'extrême droite comme une menace. Bah, c'est un peu de votre faute en fait, c'est vous qui avez banalisé l'extrême droite. Dès qu'un père de famille bien intégré socialement dit qu'il en a marre des racailles, c'est le fascisme, c'est l'extrême droite, donc c'est vous qui avez banalisé ça. En imposant ses thèmes et son langage, le Rassemblement national s'est progressivement intégré dans le champ politique, dans un champ politique de plus en plus à droite. Mettez toujours ça dans le contexte du fait qu'on vit dans le pire enfer fiscal de la planète et que les gens qui sont censés être de droite au Sénat votent des augmentations d'impôts. Donc leur discours est absolument ridicule. Ils sont obligés de créer comme ça des épouvantails pour pouvoir emmener le pays encore plus à gauche, alors qu'encore une fois, la France est un pays qui est communiste. Ce constat souligne l'urgence d'une réaction. L'objectif de ce livre est de promouvoir une résistance intellectuelle afin d'inverser cette tendance inquiétante. Comment se manifeste cette banalisation de l'extrême droite dans le discours public? On ne qualifie plus d'extrême droite ce qui devrait l'être. De plus en plus de médias hésitent à utiliser ce terme pour désigner des partis comme le Rassemblement national. Ces idées deviennent donc acceptables. Des journalistes comme Apolline de Malherbe sur BFM TV David Pujadas ont même affirmé sur le plateau de Quotidien qu'il ne qualifierait plus le RN d'extrême droite. Ouh là là. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. Vous vous rendez compte que sur la très gauchisante radio BFM, vous avez des gens qui disent « on arrête d'utiliser ce terme creux pour parler du RN ». Mais le RN, moi non plus, je le qualifie pas du tout d'extrême droite. Pour moi, c'est un parti gauchisant. Il n'y a qu'à regarder les faits, à savoir leur programme à la présidentielle, pour comprendre que c'est un parti qui est franchement à gauche. Pourtant, le Conseil d'État a tranché, le RN remplit tous les critères pour répondre à cette définition. Que nous, journalistes, participions à cette dérive est selon moi préoccupant. Je ne comprends pas qu'elle ose s'appeler journaliste alors que c'est une influenceuse. Cela contribue à la banalisation de cette idée. On parle d'une vision du monde qui hiérarchise les humains. Un petit peu comme les antisémites de la LFI, ou alors un petit peu quand ces gens qui arrêtent pas de dire « oui, les riches sont méchants ». Pour moi, effectivement, la hiérarchisation et l'essentialisation des individus, c'est un truc de faiblard, et on l'a autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. En sauvagement, wokisme, l'extrême droite impose son champ lexical.
On observe une progression du vocabulaire d'extrême droite dans les sphères médiatiques et politiques. Le champ médiatique tout entier s'est décalé vers l'extrême droite. Non mais c'est fou, on n'arrête pas d'entendre des gens se faire traiter de fachos, on n'arrête pas d'entendre les gauchistes, on entend pratiquement que la gauche qui nous dit « le pays est ultralibéral, attention ». Et c'est là qu'on se fait arnaquer en fait, c'est que les gauchistes comme les droitardés ont intérêt à maintenir le débat sur le terrain du sociétal, alors que le vrai problème est au niveau économique. C'est que dans la réflexion économique, il y a beaucoup de gens, même à droite, qui vous diraient que la France est libérale, ce qui est une aberration totale, c'est une négation du réel, car les médias moins partisans suivent en prolongeant les débats imposés par les chaînes du groupe Bolloré. Vraiment, Bolloré, il faudra le remercier un jour, il mérite une médaille, parce que il est tout seul en fait, il est tout seul dans ce monde où vous n'avez que des médias qui sont payés par vos impôts pour faire de la propagande de gauche. C'est le seul gars qui essaie d'apporter un petit peu de divergence, et c'est encore beaucoup trop pour Salomé Saké. L'exemple le plus frappant est celui du concept de grand remplacement popularisé par l'écrivain Renaud Camus, qui désigne soi-disant un plan des élites politiques et culturelles visant à remplacer les populations autochtones européennes, principalement blanches et chrétiennes, par des populations non européennes, notamment musulmanes et originaires d'Afrique. Bien que cette théorie complotiste soit largement disqualifiée par les spécialistes de l'immigration, elle est néanmoins discutée sur les services publics avec des responsables politiques non affiliés à l'extrême droite, comme s'il s'agissait d'une opinion légitime parmi d'autres. Et donc là, évidemment, elle joue sur les mots, elle a besoin de faire un homme de paille du type « c'est un complot organisé par les élites, etc. » alors que vous pouvez très bien regarder la réalité démographique pour voir que vous avez une érosion de la population blanche en Europe. Et le fait que ces gens continuent à nier ces faits, bah, ils se ridiculisent totalement, et il faudrait qu'ils finissent par comprendre que c'est pas parce que vous avez dans une fac de sociologie des gauchistes payés par nos impôts qui disent ça n'existe pas pour que ça n'existe pas. Il y a d'un côté la réalité et de l'autre côté leur délire. Cette bataille sémantique se joue grâce à des empires médiatiques idéologiques. Dans cet écosystème d'extrême droite, il y a des milliardaires très motivés pour faire monter ces idées réactionnaires, dont les plus connus sont Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin, bah c'est les seuls. Bolloré se sert des médias pour mener une guerre civilisationnelle, comme il le revendique en privé selon une enquête du Nouvel Obs. Quant à Édouard Pierre Sternin, ce milliardaire catholique libertarien anti-avortement a entrepris de redresser la France contre le wokisme avec le projet appelé Périclès, dévoilé en juillet par le journal L'Humanité. Son projet est simple, 150 millions d'euros investis sur 10 ans pour faire triompher l'extrême droite en France d'ici 2027. Bah ça a l'air sympa ça. On envoie de la force à Pierre-Édouard Sternin. Alors je vous avoue que le côté catholique et anti-avortement, pour moi, c'est pas le combat principal. C'est un peu une contradiction, en fait. Le côté libertarien anti-avortement, ça veut probablement dire que cette Salomé Saké ne sait pas de quoi elle parle, mais je mènerai l'enquête de mon côté. En tout cas, très heureux s'il y a effectivement un milliardaire libertarien en France, mais j'ai bien peur que ce soit encore une espèce de centriste. Alors, selon vous, doit-on rester impartial, à savoir neutre en tant que journaliste, face à l'extrême droite? La neutralité absolue n'existe pas en journalisme. C'est un mythe qui nuit à notre métier. Elle aurait dû dire non mais on essaie au maximum d'être neutre. Pourquoi? Parce que là elle vient de justifier ce pourquoi je me bats depuis un moment. Nous ne devrions pas subventionner le journalisme avec nos impôts si c'est effectivement une forme de propagande. C'est un scandale que des gens qui sont peut-être des entrepreneurs, que des gens qui sont peut-être des amoureux de la liberté, que des gens qui sont peut-être des libéraux se fassent voler leur argent pour financer des journalistes de gauche qui assument d'être de gauche. On paye littéralement ces gens avec de l'argent qu'on a gagné à la sueur de notre front pour qu'ils nous crachent dessus et pour qu'ils se battent afin qu'on se fasse toujours plus taxer. Donc c'est un scandale. Vraiment, je voudrais que vous réalisiez à quel point c'est grave ce à quoi on assiste. Ces choix sont forcément influencés par notre vision du monde. Si je dénonce l'illusion de la neutralité, je crois en revanche à l'éthique et à la déontologie des journalistes. Cela implique de respecter le débat contradictoire. Par exemple, en quittant Twitter, parce que Salomé Saké a quitté Twitter parce qu'elle n'aimait justement pas la contradiction, ne pas accepter la corruption, mais aussi défendre certaines valeurs fondamentales. Je revendique le droit à m'opposer à l'extrême droite et défendre des valeurs démocratiques, tout en restant fidèle au principe du journaliste, donc elle dit absolument n'importe quoi. La position que j'adopte, bon nombre de journalistes de renom ayant exercé dans les médias centraux l'ont tenue en 2002, lors de l'entre-deux-tours qui opposa Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Elle est en train de nous dire la propagande d'État c'est bien, et si on en croit les archives, presque personne ne semblait alors se poser la question de la neutralité. Bah oui, parce que
les contre-discours, notamment sur les réseaux sociaux, n'avaient pas commencé à craqueler ce mur de propagande. Si j'avais publié ce livre il y a 15 ans, on m'aurait dit que c'est le livre le plus consensuel du monde. Aujourd'hui, il y a un tel glissement que cela devient une prise de position. Non mais je pense que personne ne dira rien sur ton livre parce que personne va le lire. C'est un livre qui va finir comme le film de Bilal Hassani. Vous appelez à un sursaut collectif, à une indignation. Comment l'indignation peut-elle être un rempart contre l'extrême droite? Je revendique un droit à l'indignation. On te l'accorde. On te l'accorde. Continue à bien t'indigner comme ça sur les réseaux sociaux. Ça nous fera des choses à dire. Quand Stéphane Hessel exhortait à l'indignation, il ne prêchait pas une colère stérile, mais une action transformatrice. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont créé des actions transformatrices en lisant le bouquin de Stéphane Hessel, j'en suis absolument convaincu. Notre indignation est un rempart, si elle se mue en résistance collective. Cette indignation face aux inégalités de genre qui a permis à des femmes de lutter pour leurs droits. L'indignation n'est pas une solution en soi, mais elle est souvent un déclencheur de la solution. Je sais pas si vous réalisez à quel point ce qu'elle raconte c'est creux, moi je le vois. Et ça commence à me fatiguer. Ah ça va, ça coûte 5 €. Je pense qu'il y a des choses bien meilleures qu'on peut faire avec 5 €. Si l'extrême droite mène une bataille des esprits, nous devons opposer une résistance intellectuelle et collective. Elle peut se manifester de multiples façons, par l'art subventionné, par la création de nouveaux imaginaires subventionnés, par des liens dans des milieux associatifs et syndicaux subventionnés. Donc c'est-à-dire, on va faire la résistance avec vos impôts. C'est toujours la même chose avec la gauche, c'est on crache sur ceux qui nous permettent de vivre et on le fait en se prenant pour des résistants. Le sociologue Ugo Paletta souligne l'importance des syndicats en tant que contre-pouvoir. Je vous ai fait une petite vidéo sur les syndicats récemment pour vous montrer à quel point ces gens se mettent bien avec notre argent et j'imagine que Ugo Paletta se met également bien avec notre argent. Maître de conférence à l'université de Lille, donc c'est également quelqu'un que vous payez avec vos impôts. Les syndicats offrent une cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est du vol, le plus souvent fondée sur des valeurs de respect et d'entraide. L'entraide et le respect, c'est du vol quand c'est dans la bouche de quelqu'un de gauche, ce qui peut former un rempart contre les identitaires qui cherchent à dresser les individus les uns contre les autres. Donc la meuf, elle vient de faire un livre pour dire on est tous gentils sauf l'extrême droite et ensuite elle dit que l'extrême droite dresse les gens les uns contre les autres. Investir ses contre-pouvoirs dès maintenant est déjà une forme de résistance. Mais la résistance peut être quelque chose de plus simple, recréer de liens, de la joie, des interactions humaines fortes. Par exemple, on pourrait faire un petit festival payé par les impôts des droitards. Oh pardon, vous l'aviez déjà fait. Le festival LGBTQ+, accusé d'antisémitisme, ne sera plus subventionné par la région Île-de-France. Ces gens sont complètement fous. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'il faut toujours remettre en contexte où on se fait de plus en plus augmenter nos impôts, on se fait de plus en plus taxer pour financer ça, pour financer des gens qui vont nous cracher dessus, mais c'est complètement dingue. Cela va à l'encontre du récit de la peur de l'autre, qui est au service de l'idéologie de l'extrême droite. J'appelle chacun à trouver sa manière de résister, la mienne, c'est l'information. Il n'y a pas eu une information dans cette interview, alors qu'elle avait le droit, hein. Elle aurait pu balancer des chiffres, des faits, des statistiques. À aucun moment elle a sorti un fait, un chiffre, une statistique. Donc je trouve ça assez marrant. Et ben voilà les amis, ben moi aussi je vous invite à résister, mais à le faire de façon très concrète, en commençant à créer du contenu, en commençant à dire les termes et en vous formant pour que votre contenu rapidement vous rapporte. Parce que n'oubliez jamais que l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc pour commencer à vous libérer, à vous désaliéner, pour commencer à sortir de ce système qui cherche à vous broyer, vous devez avoir deux piliers, l'augmentation de vos revenus passifs en commençant à investir. Vous avez comme d'habitude tout ce qu'il faut sous cette vidéo, et puis à côté de ça, vous devez commencer à créer du contenu, et si vous voulez le faire bien, rappelez-vous que vous avez une promo sur l'ensemble de mon catalogue de formation où je vous montre comment créer du contenu qui marche et comment bien le monétiser. L'offre que vous avez en ce moment, c'est la plus grosse offre de l'année, et elle se termine ce soir à minuit, alors profitez-en bien. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et à très vite.